Bonjour. La dernière fois, on parlait d'adapter nos bâtiments aux canicules. Aujourd'hui, on se penche sur un autre sujet majeur, la RE 2020, la réglementation environnementale 2020. Oui, bonjour. L'idée, c'est bien de construire bas carbone. On a maintenant quelques années de pratique et les seuils de 2025 approchent vite. Tout à fait. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un peu le point à partir des retours du terrain. Voir ce qui fonctionne, ce qui coince, comment on pourrait, disons, affiner l'outil. Pas le jeter, hein, mais l'améliorer. Oui, c'est une bonne approche. La RE 2020, faut le dire, elle est ambitieuse. On n'a pas d'équivalent en Europe sur cet aspect carbone et énergie combinée. Mais c'est vrai que sur le terrain, ça soulève des défis très concrets. D'accord. Alors justement, quels sont les grands messages qui remontent? Qu'est-ce que les professionnels retiennent le plus? Alors, un mot revient vraiment tout le temps, c'est la sobriété. C'est devenu presque un réflexe, j'ai envie de dire. Avant même de choisir les matériaux, les équipements, la vraie première étape, c'est comment réduire les besoins du bâtiment lui-même. La sobriété. Concrètement, ça se traduit comment dans un projet? Ben, ça veut dire penser compacité. Moins de surface de façade, c'est moins de déperdition, c'est logique. C'est aussi une gestion plus fine des ouvertures. Avoir de la lumière, oui, mais sans créer des serres en été. Donc bien dimensionné, bien orienté, bien protégé. C'est une question d'équilibre en somme. Exactement. Et puis il y a la frugalité dans les matériaux. Une des sources le dit bien. Le matériau le moins carboné, c'est celui qu'on n'utilise pas. Ça peut paraître simple, mais ça pousse à optimiser les structures, à éviter le superflu. Ça encourage aussi des solutions plus low-tech, moins dépendantes d'équipements complexes. Et bien sûr, ça ouvre la porte au réemploi. Très bien. Une fois qu'on a intégré cette démarche de sobriété, où est-ce qu'on trouve les plus gros postes d'impact carbone qui restent à traiter? Ah, là on touche un point sensible. Clairement, ce sont les lots techniques. C'est-à-dire? Le chauffage, la ventilation, l'électricité, la plomberie. CVC, plomberie élec, comme on dit. Et là, c'est souvent la surprise pour beaucoup. Ces équipements, ils peuvent représenter plus de la moitié de l'empreinte carbone d'un bâtiment neuf. Plus de 50%? C'est énorme. C'est colossal, oui. Et c'est là qu'intervient une grosse difficulté d'optimisation dans le cadre de la RE 2020. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend ça si compliqué à maîtriser dans les calculs? Le problème numéro un, c'est le manque de données environnementales spécifiques pour ces produits. Ce qu'on appelle les fiches PEP, les profils environnementaux produits. Beaucoup de fabricants n'en fournissent pas, ou pas pour toute leur gamme. Et donc, s'il n'y a pas de fiche spécifique, Eh bien, on est obligé d'utiliser des données génériques, qu'on appelle des données par défaut, fournies dans la base officielle INIES. Le souci, c'est que ces données par défaut sont, par construction, très pénalisantes. Elles embarquent une sorte de marge de sécurité qui alourdit considérablement l'impact carbone calculé. on risque donc de surestimer fortement l'impact de ces lots techniques juste par manque d'informations précises. C'est exactement ça. Et le pire, c'est que ça risque de s'aggraver en 2025. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme, la modulation MIDE, qui permettait jusqu'ici d'atténuer un peu l'impact de ces données par défaut dans le calcul global. C'était une sorte de compensation temporaire. Et cette modulation doit s'arrêter en 2025. D'accord. Donc, sans ce filet de sécurité, le poids carbone affiché des lots techniques va encore augmenter mécaniquement. Précisément. Ce qui nous amène à un paradoxe assez troublant. Lequel? On pourrait être contraint de pousser la sobriété architecturale, donc sur l'enveloppe, les matériaux de structure, encore plus loin, non pas parce que c'est la meilleure solution globale, mais simplement pour compenser un impact carbone des équipements qui est peut-être surévalué à cause de ces données par défaut. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je vois. Cette question des données environnementales est donc absolument cruciale. Et ça ne concerne pas que les équipements, j'imagine, les matériaux de construction aussi. Tout à fait. Pour les produits de construction, on parle des FDS, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Et là aussi, on a un autre défi qui se profile à horizon 2025. Encore un, décidément. Oui, c'est la transition obligatoire vers une nouvelle norme de calcul, la norme EN 15804 plus A2, dite norme A2. Ça change la méthodologie pour évaluer l'impact environnemental sur tout le cycle de vie. Et quelles sont les conséquences concrètes de ce changement de norme pour les FDS? Elles sont multiples. D'abord, beaucoup de fiches actuelles, celles faites sous l'ancienne norme A1, vont devenir obsolètes et disparaître fin 2025 si elles ne sont pas mises à jour. Ça va réduire le nombre de références disponibles pour les concepteurs. Moins de choix donc. Moins de choix, oui. Ensuite, les nouvelles fiches calculées selon la norme A2 montrent souvent, pour un même produit, des impacts carbone plus élevés. C'est lié à des changements de méthode, notamment sur la fin de vie. Ça veut dire que même sans changer le produit, son impact affiché augmente. C'est ça. Ce qui met une pression supplémentaire sur les fabricants, surtout les PME.
Faire une FDS, ça a un coût, on parle d'environ 10 000 euros par fiche. Ce n'est pas neutre, hein. Et pour les concepteurs, les architectes, les bureaux d'études? Et ça complexifie énormément les comparaisons entre produits. Et surtout, ça fragilise la fiabilité des orientations de conception. Comment être sûr qu'on fait les bons choix bas carbone si les données sur lesquelles on se base sont mouvantes, incomplètes ou calculées différemment? C'est un vrai casse-tête. On imagine bien. Et tout ça, bien sûr, ça doit cohabiter avec toutes les autres exigences réglementaires. Absolument. C'est là toute la complexité du métier aujourd'hui. Il faut jongler en permanence. La sécurité incendie, par exemple, peut limiter l'usage de certains matériaux biosourcés qui seraient excellents pour le carbone. Il y a l'acoustique, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la préservation de la biodiversité sur la parcelle. Ça demande des arbitrages constants. Oui. Et ça renforce le besoin d'une conception vraiment intégrée, avec une collaboration hyper précoce entre tous les acteurs. Le maître d'ouvrage, l'architecte, les bureaux d'études thermiques, structures, fluides, acoustiques, les entreprises, le contrôleur technique. Il faut que tout le monde soit autour de la table très tôt. Malgré tous ces défis, est-ce qu'on voit quand même des effets positifs? Est-ce que la RE 2020 fait avancer les choses dans le bon sens? Oui, oui, heureusement. Il ne faut pas noircir le tableau. L'impulsion vers la sobriété dont on parlait au début, elle est bien réelle. Les concepteurs y pensent beaucoup plus. Et sur le confort d'été, par exemple? Là aussi, c'est très net. La RE 2020, avec son indicateur DH, de créeur d'inconfort, pousse vraiment à développer des solutions passives. De bonnes protections solaires extérieures, une conception favorisant la ventilation naturelle traversante la nuit, l'utilisation de l'inertie thermique des matériaux, la végétalisation. C'est une approche gagnant-gagnant. Ça améliore le confort sans consommer d'énergie et ça réduit l'empreinte carbone. Et le réemploi, ça progresse? Ça progresse, oui. Plus lentement peut-être parce qu'il y a encore pas mal de freins réglementaires, assurantiels, logistiques. Mais on voit de plus en plus de projets qui intègrent du réemploi. Une des sources mentionnait un exemple où le réemploi avait permis de réduire l'impact carbone de la partie construction de 7%. Ce n'est pas anodin du tout. Donc elle fait bouger les lignes, cette RE 2020. Mais vous avez aussi mentionné des limites, des sortes d'angles morts. Oui, le plus criant, c'est la rénovation. Tout ce qu'on vient de dire concerne le neuf. Or, le gisement principal d'économie d'énergie et de carbone, il est dans le parc existant. Et pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent à la RE 2020 qui impose une analyse carbone pour les rénovations lourdes. C'est un vrai manque dans la stratégie globale de décarbonation. C'est un point crucial, en effet. D'autres aspects moins couverts. Oui, la RE 2020 est très centrée sur l'énergie et le carbone. D'autres impacts environnementaux sont moins regardés. L'artificialisation des sols, l'impact sur la biodiversité au-delà de la simple parcelle, ou même la qualité de l'air intérieur, qui est un enjeu sanitaire important. Et il y a aussi toute la question de l'organisation et des compétences pour mettre en œuvre tout ça. Exactement. Faire une analyse du cycle de vie, l'ACV, qui est le cœur du calcul carbone de la RE 2020, c'est complexe. Qui la réalise? L'architecte? Le bureau d'études thermiques? Un spécialiste? Comment ce travail est-il reconnu, valorisé, contrôlé? Il y a un besoin énorme de formation à tous les niveaux et aussi de clarification des rôles et des responsabilités. C'est une transformation profonde des métiers de la construction. En résumé, si on essaye de synthétiser, l'AR 2020, c'est un cap nécessaire, indispensable même pour décarboner le bâtiment. Mais son application concrète révèle un besoin d'ajustement, surtout sur la fiabilité et la disponibilité des données et sur la fluidité de la collaboration entre acteurs. L'ambition est là, mais l'outil est perfectible. C'est tout à fait ça. C'est une mutation profonde pour toute la filière. Le défi est collectif. Il faut garder cette ambition haute, mais il faut aussi rendre l'outil, la mesure, plus juste, plus fiable et plus efficace pour ceux qui sont sur le terrain au quotidien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors peut-être une dernière pensée pour nourrir la réflexion. Avec toutes ces incertitudes sur les données, notamment pour ces fameux lots techniques qui pèsent si lourd, est-on vraiment sûr aujourd'hui que la RE 2020, telle qu'elle est appliquée, récompense toujours au mieux les efforts réels de conception bas carbone? Quelle est la robustesse, au fond, de nos évaluations actuelles? C'est une excellente question. Voilà un sujet à creuser, peut-être une prochaine fois, tout comme celui immense de la rénovation. Merci. Merci à vous.